Merci à l'Académie, merci aux membres d'avoir voté pour ce petit film québécois fait avec tant d'amour. Merci au public français qui est allé voir le film. C'est pour vous qu'on fait les films. Évidemment, mes acteurs, Magali Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, ma famille, mes amis, mon amoureux. Je peux dire aujourd'hui que la vie que j'ai, elle est plus grande que celle que j'ai rêvée. Merci. Merci. Mona Chokri, vendredi dernier, qui faisait l'histoire en remportant le César du meilleur film étranger, la deuxième fois qu'un Québécois remporte ce trophée. Et tout ça dans un contexte où le cinéma français est remis en question avec le fameux mouvement MeToo au cinéma. Alors, je me suis entretenue tout à l'heure avec Mona Chokri. Évidemment, je lui ai demandé comment elle savourait ce nouvel hommage. On l'écoute. Mona Chokri, bonsoir, bienvenue à 24/60 et félicitations pour ce grand honneur et cette grande fierté, j'imagine, qui rejaillit même jusqu'ici sur tous les cinéphiles et votre public. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Surtout que vous faites l'histoire. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, deuxième québécoise, donc... Gary Dolan devant vous a gagné le César dans cette catégorie, quatrième femme seulement. Et est-ce que ce César est encore plus savoureux pour vous à accueillir, à recevoir? De toute façon, n'importe quelle situation aurait été fabuleuse, que je sois dans la quatrième, la troisième, la première, peu importe, cette situation-là est exceptionnelle. Elle est d'autant plus exceptionnelle que les gens qui m'ont précédée sont vraiment des cinéastes que j'admire beaucoup. Il y a des grands noms du cinéma qui ont eu ce prix-là. Donc, effectivement, il y a eu des femmes, il y a eu Jane Campion pour La leçon de piano, il y a eu La Vita e Bella. Il y a eu des films que j'adore qui ont été fondateurs dans ma cinématographie, dans ma dans mon amour du cinéma, comme Une journée particulière d'Ettore Scola, par exemple. Donc, je m'inscris dans un groupe, disons, de cinéastes que j'admire, donc je me sens extrêmement privilégiée. Dans la cour des grands, comme on dit, dans la cour des grands. Écoutez, vous avez fait rire la salle. On va écouter un extrait et on va comprendre pourquoi. I'm so sorry, Mr. Nolan. Monsieur Nolan, je suis désolée, je ne m'y attendais vraiment pas. En plus, sur mes bagages, ça va être lourd. Je paye des frais. OK. Racontez-nous l'idée qui vous est venue très rapidement. Non, c'est parce que, évidemment, j'étais certaine de ne pas gagner. J'étais certaine que Christopher Nolan allait remporter le prix. Et puis, en plus, il était présent dans la salle parce qu'il recevait un hommage, un César d'honneur. Donc, pour moi, c'était plié. C'était Christopher Nolan. Puis, je faisais des blagues à ma productrice Nancy Grant et à l'actrice Magali Lépine-Blondeau. Puis, je leur disais, si je gagne, je vais être bien obligée de m'excuser. Puis, je faisais cette blague-là à plusieurs personnes durant la semaine en disant, en étant dans cette idée vraiment de la blague que j'allais... d'avoir. Et donc, je pense que quand je suis arrivée sur scène, mon cerveau a associé la situation avec cette blague-là. Donc, elle est sortie naturellement de ma bouche. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était comme un clin d'œil quand même à une situation qui était un peu surprenante, disons. Pour lui aussi, je pense, j'imagine quand même un peu, tu sais. Ouais, en tout cas, c'est un beau scénario de votre part, écrit instantanément sur le champ, pour le fait de faire plaisir. Et vous avez évoqué Nancy Grant, votre productrice, qui est à vos côtés, et vous l'avez remerciée d'avoir fait de vous une cinéaste. Vous êtes comédienne, vous avez joué, vous apparaissez dans ce film à nouveau. Reste que vous... c'est pas le premier prix que vous recevez, là. On a l'impression que vous en recevez chaque année dans les différents festivals. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous dites qu'elle a fait de vous une cinéaste? Parce qu'elle a littéralement fait de moi une cinéaste dans la mesure où c'est elle qui m'a offert ma première chance, quand on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, parce que j'ai fait mon court-métrage en 2013, c'est elle qui... c'est un peu long à raconter notre histoire et notre parcours, mais en tout cas, c'est elle qui a dit « ça m'intéresse ce que tu racontes », parce que j'étais en train d'écrire un scénario à ce moment-là, sans l'intention de
de le réaliser, puisque c'était pas mon métier. Et puis c'est elle qui m'a donné les ailes en m'offrant, le jour de mon 30e anniversaire, une carte d'affaires de Métafilm en me disant bon pour un court-métrage, toutes dépenses payées. Puis j'ai écrit quelqu'un d'extraordinaire. Donc, elle a eu juste un instinct, elle a eu envie de croire en moi. Puis c'est comme ça que cette histoire est. Puis aussi, elle m'a déjà dit, si tu veux devenir cinéaste, il faut que tu laisses de la place à ça dans ta vie. Donc, elle m'a donné un espèce de coup de pouce. Puis j'ai fait des choix aussi à partir de cette phrase-là où j'ai refusé certains rôles pour me concentrer sur l'écriture de mes films et tout. Puis j'ai voulu vraiment que ce soit un métier, puis un métier sérieux, puis que je l'apprenne, ce métier-là. Mais c'est entre autres grâce à elle que je suis devenue cinéaste, oui. Alors, un film audacieux, un film sur l'amour fait avec amour, un film courageux sur aussi la liberté. C'est dans la suite logique de la vision que vous voulez projeter au cinéma. Ben, en fait, moi, j'ai pas d'idée préconçue. Tu sais, je suis une artiste, j'ai pas d'agenda politique, j'ai pas un agenda sociologique. Quand j'écris des films, je veux juste je tente d'écrire les meilleures histoires possibles. Et puis après, ben, tout ce qui sont mes préoccupations, mes questionnements, mes confrontations avec moi-même dans les personnages qui sont souvent pas moi-même, mais des doubles. Ben, j'essaie de mettre mes propres fantasmes, mes questionnements, et c'est ce que et après ça donne un film qui marche ou qui marche pas, ça dépend des histoires, mais en tout cas oui, c'est sûr que quand vous parlez de liberté, elle est là, c'est que comme artiste, j'ai envie d'avoir la liberté de pouvoir regarder le monde différemment sans avoir de jugement non plus. C'est pas un film où je juge un milieu ou un autre, où je fais juste regarder ce que je constate de différence et puis j'essaie de les questionner. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair, mais oui, absolument. En fait, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Parce que là, en fait, c'est un film qui unit une prof de philo, un entrepreneur en construction qui sont dévorés par une passion, un désir absolument foudroyant que vous dévoilez à l'écran avec beaucoup de raffinement, beaucoup de subtilité également. Pour illustrer, avez-vous déjà dit, bon, le transfuge de classe, c'est pas facile. Est-ce qu'à un autre niveau, en sous-texte, quand on voit cette passion dévorante, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à vivre ces passions dévorantes-là pour les femmes, même si elles sont libres? Oui, je pense parce que dans ce personnage-là aussi perd en qualité de vie en choisissant. Les femmes, elles sont encore, d'une certaine manière, valorisées par leur choix amoureux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles ont du mal à être... les hommes ont beaucoup moins de mal à être avec une partenaire qui serait un peu en dessous de leur niveau social. Alors que pour les femmes, il y a un enjeu d'une certaine manière. Puis d'ailleurs, elle perd en qualité de vie. Comme je dis, elle doit déménager dans un plus petit appartement. Elle perd en qualité monétaire, sociale. Donc oui, il y a un risque. Elle prend un réel risque qui est celui de la liberté. Je disais en sous-texte, mais ça peut paraître évident. Est-ce que dans l'émancipation des femmes, dans l'accès des femmes à cette grande liberté tant revendiquée depuis toujours, il n'y a pas encore une très grande dépendance affective des femmes face à l'amour? Probablement de par notre éducation. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de le déconstruire et j'ai l'impression que la génération de vingtenaires aujourd'hui a une autre manière de voir les choses. En tout cas, moi, je perçois ça des gens que je côtoie qui ont cet âge-là, que ce soit aussi les garçons, hein, pas que les filles, mais qui ont justement envie de déconstruire. Par exemple, toute cette question du genre aussi, elle est liée à la domination. Elle n'est pas liée à « je veux pas avoir ce sexe-là » ou « je veux avoir... » C'est pas... C'est l'idée de dire, moi, je veux pas correspondre à ce qu'on demande de moi comme ce qu'on demande à une fille d'être. Donc, soumise, docile, peu importe, serviable, compréhensive, là pour soigner les autres. C'est un peu le syndrome de Martine Petite-Maman. Il y avait quand même ce livre-là qu'on lisait quand on était enfant, puis c'était une manière pour nous de devenir des bonnes femmes. Et puis, pour les hommes, il y avait d'autres critères, évidemment, on les connaît. Et donc, je pense qu'effectivement, pour peut-être des femmes de ma génération ou plus âgées, on a subi ces injonctions-là de l'amour.
et qui ont été aussi nourris par de la littérature, par des films, par de la philosophie, par les médias, par des choses qui ont été écrites aussi par les hommes. Je vais vous amener sur le terrain du contexte français, avec ce MeToo du cinéma français, mais en lien avec votre film également, parce que lorsque vous l'avez présenté à Cannes, vous avez prononcé un discours très important sur le génie créateur, mais vous auriez pu le redire aussi ce vendredi avec les révélations récentes. Je vais le citer pour le bénéfice du public. Ceux qui ont un certain pouvoir ont la responsabilité de faire en sorte que les gens autour d'eux se sentent bien. C'est ça le vrai pouvoir, parce que aucune œuvre ne justifie que l'on brise des gens. Ça transparaît aussi dans votre film. Alors, dans le contexte français actuel, quel lien faites-vous avec la reconnaissance qu'on rend à votre film et à votre talent? Je dirais pas seulement la reconnaissance que j'ai reçue, mais celle de beaucoup de mes collègues vendredi soir au César, parce que quand je pense à Justine Triet, qui a fait un film majeur justement sur le doute de la parole des femmes, entre autres. Hein. Il y a plusieurs sujets dans le film, mais il y a celui-là. Et qui a terminé la soirée en étant son film Anatomie d'une chute a été sacré meilleur film. Et elle a dédié ce César à toutes les femmes, celles qui se battent, celles qui osent parler, celles qui n'arrivent pas à parler, celles qui échouent, celles qui réussissent. C'était important. Il y avait Judith Godrèche qui faisait son allocution. Et il y a d'autres femmes durant la soirée. Il y a presque une parité dans les remises de prix vendredi aussi au niveau des hommes et des femmes. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un renouveau, qu'il y a un souffle. Ils sont un peu en retard par rapport à nous. Mais franchement, Judith Godrèche, elle a mis un coup d'accélérateur sur ce qui se passait, notamment avec là, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a deux nouvelles personnes qui ont fait une dépôt de plainte sur Gérard Depardieu. Donc, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que le mouvement, il est fort et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. C'est en marche. Non, un nouveau souffle et auquel vous contribuez largement avec ce film et en disant, encore une fois, qu'aucune œuvre ne justifie que l'on brise des gens, notamment des femmes et des jeunes filles. Monia Chokri, félicitations. Bonne route. On a hâte de voir le prochain film. Moi aussi. Je suis en pleine écriture. C'est difficile. Alors, je suis certaine que vous ne manquerez pas d'inspiration. Alors, à bientôt. Merci.